La parole maintenant à notre directeur digital, Monsieur Laurent Moisson, qui est en même temps écrivain, entrepreneur et qui représente aussi Business et Décision. Merci Rim. Écoutez, je suis très honoré de passer, surtout après un groupe qui vous a tous donné beaucoup d'émotions, parce que finalement, bon, j'avais prévu de parler de toute autre chose, mais voilà, vous avez eu des exposés où on a parlé de choses assez compliquées, on a parlé de technologie, on a parlé de business model, on a parlé de régulation, hein, on s'est un peu fait engueuler parce qu'il y a du piratage et tout. Et puis, on a vu deux jeunes gens qui sont installés, qui ont commencé à nous raconter un petit peu des choses, qui ont intellectualisé ce qu'ils faisaient. Et je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais quand ils ont commencé à jouer et à chanter, je me suis dit, ce n'est pas les mêmes personnes. Hein, ils passent dans une autre dimension, et nous, c'est un peu pareil. Hein, on essaie de se concentrer, de savoir un peu où ils voulaient en venir, qu'est-ce qu'ils racontaient, on essaie de se projeter. Donc, nous aussi, on intellectualisait. Et la musique est arrivée, l'émotion, c'est-à-dire le message qu'il voulait nous transmettre, il n'y avait plus besoin de l'expliquer, c'était une évidence. Voilà. Donc vous gardez un petit peu ces quelques mots en tête, mais pour moi c'est ça, la valeur ajoutée de l'art en général et de la musique en particulier. C'est cette capacité à créer de l'émotion et à s'en servir comme un vecteur pour faire passer un message. Bon, alors tout ça c'est assez loin de la data. Donc, on a eu ce soir un certain nombre d'intervenants, donc beaucoup plus légitimes que moi pour parler de l'industrie de la musique. Il y avait quand même, moi je me suis posé un certain nombre de questions, notamment, est-ce que ça aurait été le même plateau il y a 15 ans? La réponse est non. Là, on a eu des exposés très intéressants et très précis, entre guillemets, des vainqueurs. Des gens qui ont réussi à profiter de la transformation digitale du secteur musical. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres spécialistes de la musique dans cette salle. Il y en a quelques-uns. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de représentants des majors américaines. Ça tombe bien. Parce que globalement, c'est un peu eux les vaincus. Donc, vous êtes banquier, vous êtes dans les télécoms, vous êtes dans le retail et vous vivez en ce moment même une transformation digitale. Bon. Alors vous faites des trucs, vous faites des séminaires, certains d'entre vous vont visiter des startups, c'est un petit peu comme on va en pèlerinage, et puis on revient, on fait comme avant. Hein. Et vous faites tout ça en disant « je suis en train de m'autoriser, d'implémenter la transformation digitale dans mon entreprise ». Eh bien, en fait, non. Pardon de vous le dire, mais vous avancez très lentement. Si je vous connaissais un petit peu mieux, je vous dirais que vous gesticulez. Parce que la transformation digitale, vous en avez vu un exemple abouti. C'est-à-dire un tremblement de terre, un séisme qui a complètement renversé les positions d'un marché qui était pourtant structuré depuis des années. C'est ça la transformation digitale. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est pas tellement vous parler de l'évolution du marché de la musique, mais plus exactement de ce qu'on peut en tirer en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre dirigeant, de secteurs qui sont très différents. Mais qu'est-ce que la digitalisation du marché de la musique peut nous donner comme enseignement et comme bonne pratique à suivre, ou alors surtout à éviter, pour rester un leader de son marché, ou en tout cas pour exister quand cette transformation aura eu lieu. Donc il y a un certain nombre de choses. Certaines sont des mythes, et d'autres sont des vérités qu'il va falloir se répéter un certain nombre de fois. Le premier mythe, c'est le premier qui innove, celui qui a la vision, c'est celui qui va gagner. Et il y a un certain nombre je pense, d'entreprises qui, comme ça, sont absolument tétanisées par les startups en se disant
ça va trop vite, ils sont pas comme nous, on pourra jamais suivre, etc., etc. Bon. Alors, si on prend le cas de Believe, avant il y avait Napster, avant il y avait un certain nombre, il y a eu, j'imagine, un certain nombre d'exemples qui ont eu lieu. Donc c'est pas forcément le premier qui gagne. Je dirais même que les cimetières économiques sont peuplés de visionnaires. Hein. C'est-à-dire quand vous êtes visionnaire, généralement, vous essuyez tous les plâtres. Et en plus, vous fédérez contre vous tous les lobbies et tous les particularismes, les communautarismes contre vous. Hein. Ça va de ceux qui pilotent le marché, hein, qui justement, dans votre citation, étaient des gens qui avaient intérêt à défendre le marché puisqu'ils le dominaient, mais également la loi. Parce que la loi, elle régit le monde d'avant et elle espère que ça ne va pas trop changer, mais certainement pas le monde futur. Donc elle a toujours un peu de retard par rapport à ça. Donc quand vous innovez, et je pense que Believe a connu des choses comme ça, vous avez parfois alors des gens avec qui tu parles maintenant très bien, notamment la SACEM, etc., qui peuvent être à un moment donné pas aussi matures et être un frein business fort. Donc ôtez-vous de l'idée qu'il faut absolument être le premier. Alors ça tombe bien parce que généralement dans les grandes entreprises on n'est pas toujours les premiers sur l'innovation. Hein. Qu'est-ce qui compte pour réussir une transformation digitale? C'est pas forcément la vision, mais il faut plus être objectif. Il faut avoir une capacité à regarder ce qui se passe. Et là, quand on prend l'exemple du marché de la musique, c'est saisissant. Entre 2002, qui est l'apogée, hein, c'est-à-dire que jamais il y a eu autant d'argent généré par l'industrie de la musique enregistrée, et 2015, qui est le plus bas, enfin en tout cas depuis 2002, hein, depuis ça c'est reparti un petit peu en hausse, vous avez, entre 2002, vous avez 13 ans. Voilà. Donc en 13 ans, vous avez une perte de valeur extrêmement forte. Donc au passage, loi qui jusqu'à maintenant n'a jamais été contredite, la digitalisation d'un marché, ça détruit de la valeur. En tout cas au début. En tout cas sur l'activité traditionnelle. Après, ça réinvente des services qui, là, vont faire croître à nouveau de la valeur parce qu'ils ont inventé un nouveau monde. Donc vous avez d'abord un premier monde qui s'effondre et un deuxième qui émerge. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'amuse beaucoup quand je vais faire des missions de digitalisation ou de transformation digitale. Quand on fait témoigner les gens, tout le monde est absolument ravi de mener une transformation digitale au milieu d'équipes qui sont elles-mêmes satisfaites, etc. Il va falloir se rendre compte qu'il y en a quand même un certain nombre qui vont laisser leur job. Hein. Donc, il faut avoir cette capacité à regarder ce qui se passe. Quand vous êtes une major en 2002, vous savez déjà qu'il y a du piratage massif. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux usages. Donc, la façon dont les acteurs dominants de la musique ont réagi par rapport à ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est facile à dire maintenant, hein, parce qu'on a du recul et on voit qui a gagné et qui a perdu. Donc, là-dessus, même si ça peut être assez drôle de le constater, il faut savoir rester très humble, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait à leur place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Numéro 1, vous avez le déni. C'est-à-dire, finalement, c'est éphémère, ça va revenir. Vous comprenez, alors je ne sais pas si tu te rappelles, moi j'avais en face de moi des gens qui me disaient, mais vous savez, alors ça j'appelle ça le syndrome du chez nous c'est pas pareil. Hein, vous savez, il y a toujours une sorte de microclimat qui explique que ce qui fonctionne partout ailleurs, ça ne marche pas là. Donc chez nous c'est pas pareil, c'était quoi? C'était, oui mais la musique c'est de l'émotion, donc les gens ont besoin de toucher, d'avoir un rapport sensuel avec l'objet du disque. Et c'était pas des gens qui avaient pris des stupéfiants qui disaient ça, hein, c'était des gens qui étaient sérieux, qui vous expliquaient que vraiment il y avait un rapport au disque lui-même, à l'objet. Hein. Alors on me parlait aussi de la jaquette. Vous savez, la jaquette c'était le truc que personne n'ouvrait, hein,
qui était là où on expliquait que l'artiste il avait ça pour ça, qu'il y avait des titres, il y avait des images, il y avait des trucs comme ça, et donc c'était un métier à part entière, et donc on se gargarisait de la jaquette, c'était formidable. Bon, et bien, tout ça a été balayé, parce que c'est pas vrai que chez nous c'est pas pareil, c'est pas vrai qu'il y a un microclimat, c'est pas vrai que la loi de la gravité elle va s'arrêter en traversant un bureau ou une route, c'est pas vrai. Voilà. Donc numéro 1, il y a eu le déni. Alors le déni, il se manifeste par beaucoup d'autres choses. Vous avez aussi, bon, c'est pas vraiment du déni, vous avez une sorte d'indignation. C'est-à-dire une sorte de combat qui va devenir moral. Donc, vous n'y arrivez pas. D'abord, vous niez le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive. Donc, finalement, vous ne prenez pas d'action. Hein, vous regardez, vous voyez qu'il y a du piratage. Donc, il y a un nouvel usage. Vous ne faites rien. Ce que vous dites, ça va passer. Après, vous dites, bon, s'il y a du piratage, c'est parce qu'il y a du pirate. Hein, c'est-à-dire le succès des pirates, c'est pas parce que les gens adhèrent, c'est parce qu'il y a des pirates qui influencent en mal les gens qui sont les consommateurs. Donc, liquidons les pirates. Donc là, on sort une arme réglementaire. Je sais qu'il y a des banquiers dans la salle, donc je vous le dis, la réglementation, ça ne fonctionne qu'un temps. Donc, il faut prendre des mesures. Ce n'est pas parce que vous avez un métier réglementé qu'il ne sera pas mis en grand danger. Prenez les taxis, c'est réglementé. Ils souffrent beaucoup avec Uber. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'Uber a commencé beaucoup à souffrir avec la réglementation elle-même qui finit par se venger. Voilà. Donc, vous avez cette espèce de fantasme réglementaire qui fait que, mais non, on va régler le problème, on va fermer les sites pirates. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, hein, c'est-à-dire toutes les majors se sont alliés, il y a eu des procès très très longs, très complexes, et Napster a fini par perdre, et il me semble même que ses dirigeants ont été en prison. Ouais, hein, c'était ça. Et le site a été fermé, un temps. Sauf qu'à peine fermé, il y avait d'autres Napster qui étaient là, parce que le peer-to-peer, hein, c'était ce procédé d'échange de musique, tout le monde le trouvait très pratique. Alors là, pareil, les majors ont dit, on fait un pas de plus hein, dans l'indignation, et on s'en est pris aux pirates, on va s'en prendre aux piratés, hein, aux consommateurs, c'est de leur faute. Et là, quand même, vous vous dites, mais attendez, quand il y a une industrie qui, pour survivre, va commencer à poursuivre en justice ses clients, c'est qu'on arrive à un problème, mais toujours pas de remise en cause. On était vraiment dans l'élément moral pur. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas poursuivre des contrevenants, etc. Mais quand ça commence à être la quasi-intégralité de vos clients, ça veut dire que vous avez un problème. Donc, toujours pas de remise en cause. Et on arrive à la phase finale, hein, qui est une sorte de lassitude extrême, où là, on renonce à tout, on se dit, de toute façon, c'est foutu. Les consommateurs n'achèteront plus jamais de la musique, hein, on a tout essayé, et donc, on va créer un nouvel impôt et en appeler à l'État. Alors, cet nouvel impôt, c'était quoi? C'était des taxes. Là aussi, quand vous réfléchissez au truc, vous dites c'est quand même un peu sportif, hein, intellectuellement. C'est-à-dire des gens qui sont imaginés que quand vous achetez un ordinateur, on allait vous taxer le disque dur parce que c'est un endroit de stockage, donc c'est pour la musique, etc., etc. Donc vous voyez bien que le processus de remise en cause, hein, qui est inhérent à un changement, qui aurait dû être pris et réalisé par les entreprises dominantes, a été un échec total. Ça a été la mauvaise voie. Pourquoi? Parce que finalement est arrivé Apple, hein, qui n'est pas du tout du secteur, qui lui est arrivé en disant, attendez, votre problème, c'est pas que les gens ne veulent pas payer, c'est que vos systèmes, votre parcours client, il est vraiment complètement abscon. Ça ne fonctionne pas. Hein, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait eu quand même, en même temps que la bataille judiciaire, les professionnels du disque ont essayé des choses. Donc eux aussi, ils ont lancé des plateformes. Avec des plateformes, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais avec des DRM, hein, qui sont avec une complexité mais inouïe, où il fallait absolument que tous les ayants droit puissent toucher, ce qui est tout à fait logique. Sauf que, en fait, ramener sur un processus informatique, ça faisait que vous changiez de téléphone, vous n'avez plus accès à votre musique, vous pouviez avoir accès à un DRM sur la plateforme de Universal, mais pas sur celle de Warner Music, etc. Enfin, c'était un enfer. Avec, je crois, une gamme de prix
qui changeait probablement en fonction du vent. Et donc c'était absolument incompréhensible. Voilà. Donc là-dessus, on voit bien que en adoptant des postures de déni, les professionnels de la musique ont loupé le coche. Et ce que je suis en train de vous décrire, ça dure 10 ans. Hein. Et en 10 ans, on en fait des choses. Hein, il y a 10 ans, il me semble que Spotify n'existait pas. Voilà. Donc en 10 ans, ils auraient pu créer un Spotify. Ils auraient pu créer un outil leur permettant finalement de garder leur contrôle, en tout cas leur part de marché sur leur marché de base. Ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils ont nié la réalité et ensuite ils se sont réfugiés dans un certain nombre de facilités un peu intellectuelles. Alors on peut se dire pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que c'est complètement idiot. À la fin, ce sont des entreprises extérieures au marché qui sont venues digitaliser le marché et qui aujourd'hui le contrôlent. Soit des nouvelles entreprises qui n'existaient pas avant, donc qui sont nées de ce marché-là et de cette vague de digitalisation, soit des entreprises qui n'avaient juste absolument rien à voir avec ce métier-là, qui ne le maîtrisaient pas, enfin qui n'en avaient pas d'expérience, comme Apple. Hein, Apple aujourd'hui, on se dit c'est super, c'est de la musique et tout. À l'époque, ils faisaient quand même des ordinateurs. Hein. Enfin, ils ont commencé par l'iPod, ils ont fait beaucoup de choses après, mais rendez-vous compte qu'un industriel qui faisait du hard a mieux réussi à comprendre ce marché que des gens qui étaient dessus depuis des années. Alors, moi, je me suis posé la question. Alors après, on commence à rentrer sérieusement dans le subjectif. Enfin, on m'a demandé de parler, donc c'est une sorte de thérapie, pardon. Pourquoi des gens intelligents, quand même, comme ça, ont échoué à ce point? Alors, premier élément, n'oublions pas que c'est probablement la première industrie à connaître une digitalisation aussi rapide et aussi profonde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de best practices. Là, oui, aujourd'hui, je fais un peu le malin, mais parce que, encore une fois, on connaît la fin de l'histoire. Et vous, quand vous allez rentrer dans vos entreprises, vous allez dire, mais je sais maintenant ce qu'il faut que je fasse, parce qu'il y a quand même un exemple devant nous qui est cette industrie. Bon. Ensuite, vous avez un problème. Il faut se mettre un peu à la place des gens. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la digitalisation d'un marché, ça détruit de la valeur, en tout cas dans un premier temps. Donc imaginez que vous êtes un cadre dirigeant d'une entreprise dominante comme, je ne sais pas moi, Universal Music, vous êtes en 1999, et vous avez tout pigé. Hein, l'arrivée du streaming, ça n'existait pas encore, machin, enfin, les débits n'étaient pas là, mais enfin, vous êtes un génie, vous avez une vision parfaite. Et là, vous vous dites, je vais aller voir mon boss. Ou alors, si vous êtes le boss, je vais voir mes actionnaires. Bon, patron, je crois que je l'ai trouvé. On a un secteur qui est en croissance, on est dominant, on n'a jamais gagné autant d'argent. Eh bien, on va tout changer. On va détruire 70% de la valeur du marché, mais au moins, on va optimiser nos parts de marché. D'accord ? Si tout se passe bien, vous faites virer. Voilà. Donc, avoir la vision de ce qui va se passer, ou même la constater, hein, parce qu'on a eu des échanges un peu plus tôt. Moi, je prétends aujourd'hui que la vision, l'intuition, même si c'est quelque chose d'utile, ça n'est plus indispensable. Parce qu'avec des outils data, des outils de mesure en permanence, vous n'avez plus à essayer de deviner, vous n'avez qu'à mesurer et constater. Après, il faut agir. Hein, et c'est ça le problème. Vous voyez quelque chose, vous avez le poids d'une hiérarchie, vous avez des actionnaires, vous avez un business model, vous avez des prêts à rembourser, vous avez des résultats à présenter en bourse. Comment vous allez leur expliquer qu'il va falloir casser le beau jouet que vous avez? C'est très compliqué. Voilà. Alors je me suis dit, bon très bien, mais en fait, il y en a quand même qui ont réussi. Prenez AXA par exemple. AXA a commencé sa digitalisation alors que le marché de l'assurance est encore très réglementé et pas franchement très attaqué. Mais ils vont très vite. Accor l'a fait. Hein, bon, après, ils ont en phase de Booking, donc là, ils commencent sérieusement à... Enfin, ils sont obligés de le faire, sinon ils auront des gros problèmes de survie. Mais, en tout cas, vous avez des entreprises qui prennent les devants. Donc, ils ont bien réussi à vendre ça à leurs actionnaires, à leurs patrons, etc.
Alors moi, je vous donne un conseil là-dessus. Si vous voulez vous-même vendre ça à votre patron ou à vos actionnaires, laissez tomber tout discours positif. Hein, la bienveillance, le truc comme ça ne marche pas. Par contre, essayez la trouille. Vous leur faites peur. Voilà. Donc, moi, je vais vous raconter la réalité de ce que c'est que la digitalisation. C'est exactement comme arrêter de fumer. Je m'explique, parce que là, il faut quand même que je m'explique. Il y a des fumeurs parmi vous? Ouais. Bon. Alors, vous savez que c'est pas bien. Vous avez lu les études. Ça va mal se passer. Un jour ou l'autre. Hein? Pourtant, vous fumez. D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui disait arrêter de fumer, c'est facile. Moi, je l'ai fait plein de fois. Voilà. Bon, donc vous fumez, vous savez que c'est pas bien, mais vous continuez à fumer. Ben, vous savez quand est-ce que vous allez arrêter de fumer? Quand vous aurez mal ou quand vous aurez peur. Ben, la digitalisation, c'est pareil. On gesticule jusqu'à ce qu'on ait un Amazon en face de nous qui nous prenne 10 points de part de marché par an, et là, c'est la panique. Voilà. Donc, conseil que nous, on donne à nos clients, c'est si vous voulez faire des changements, d'abord, il faut que ce soit des changements assez radicaux, assez profonds. Vous avez le temps pour les prendre. Imaginez pas on va tout faire en un an comme ça. C'est lent, mais il faut les faire. Il faut les faire, et pour ça, il faut avoir un sponsoring à très haut niveau pour que toute l'entreprise soit alignée. Sinon, bah, vous allez gesticuler, etc. Ensuite, la vision, la décision, la lecture des changements que vous pouvez voir dans les usages de vos clients, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va vous faire prendre la bonne décision. Après, il faut implémenter, il faut être agile. Et là, on a bien vu dans ce que je vous ai dit qu'à un moment donné, bah, les majors ont commencé à dire bah oui, très bien, il faut faire des plateformes digitales. Donc, on va faire les nôtres. Mais elles n'ont pas innové comme il faut. Alors là, encore une fois, c'est facile à dire maintenant. Si vous voulez, le digital, c'est tellement rupturiste comme innovation qu'il ne faut pas essayer de l'intégrer dans un système existant. Il faut construire le système autour de cette innovation. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc si en fait vous êtes en train de vous dire, voilà, moi j'ai des droits comme ci, des machins comme ça, des machins, et puis il faut aussi que mon distributeur il puisse avoir un pourcentage, bon, bah, vous arrivez à quelque chose qui est certes très juste, qui doit être très intelligent, mais pour le client, c'est imbitable et il ne va pas le prendre. Voilà. C'est pour ça que les pirates, eh ben, eux, ils se sont affranchis dès le début de toute contrainte, donc ça c'est très facile, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Donc, ayez ça en tête, il faut construire les organisations et les modèles autour de l'innovation et pas le contraire. Voilà. Donc, il faut que je... Oui, il faut s'arrêter. Bon, alors s'il faut s'arrêter, moi je vous donnerai peut-être une dernière clé de raisonnement. C'est très compliqué tout ce qu'on vient de vous expliquer. Alors, la musique, tout le monde connaît, donc au moins on a quelque chose à toucher. Mais enfin, si demain on parle de blockchain, de big data dans la finance, là je pense qu'il faudra être un peu plus pédagogique. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut essayer de prendre du recul. Et il faut se poser une question quand vous avez une transformation aussi majeure que la transformation digitale, c'est-à-dire qui remet complètement en cause votre business model et votre business de façon quelle qu'il soit. Il faut se reposer les questions existentielles. C'est-à-dire, à quoi sert-on? À quoi, là pour le coup, à quoi sert la musique? Où est-ce qu'elle crée de la valeur? Donc là, on a vu tout à l'heure, encore une fois, deux jeunes gens. Voilà, ça sert à créer de l'émotion. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, parce que bon, j'ai une déformation historique, puisque je suis historien à la base, c'est de me dire, mais comment ça marchait avant? Au temps de Louis XIV, par exemple. La musique, du temps de Louis XIV, c'était Lully, par exemple, qui était un artiste qui était entretenu, qui était mécéné par Louis XIV. Pourquoi? Bah, tout simplement pour montrer un petit peu sa magnificence, son éclat, et parce qu'il avait compris, Louis XIV, qu'en brillant comme ça, on impressionnait toute l'Europe, et du coup, c'était quand même plus simple pour imposer ses vues sur un certain nombre de choses. Donc bref, l'art au service du pouvoir.
Et deuxième business model pour les artistes, bah, c'était tout simplement voilà, la salle de bal ou l'auberge où vous aviez des gens qui jouaient et qui étaient rémunérés avec un chapeau qui circulait. Donc ça, c'est l'industrie du live. L'industrie du live, ça continue. Par contre, aucune musique enregistrée parce qu'il n'y avait pas de techno. Donc si vous voulez, l'industrie du disque, c'est pas l'industrie de la musique. C'est une industrie qui est apparue avec une techno, avec un support, et qui va mourir avec ce support. Donc c'est parfaitement logique. Alors il se trouve que ça fait une belle bulle, il y a des gens qui se sont dit c'est merveilleux, ça y est, forever, je vais gagner de l'argent. Non, ils sont morts avec la techno qui les supportait. Donc il faut se poser ces questions-là sur son secteur. Est-ce que je suis simplement un maillon de la chaîne qui, vu la technologie, enfin l'organisation technologique ou le parcours client actuel, eh ben, j'ai quelque chose à jouer, mais si le parcours change, est-ce que j'ai encore ma place? Et sinon, où sont les places à prendre? Bon. Eh ben, je reprends mon exemple de Louis XIV. Donc Louis XIV et les rois en général sont morts. Hein. Donc qui fait aujourd'hui du mécénat et du sponsoring? Ce sont les marques. Donc c'est exactement le même modèle. Hein. C'est Coca-Cola qui va avoir un artiste qui va porter ses couleurs et qui va montrer que Coca-Cola c'est super. Bon. Aujourd'hui, les marques se font digitaliser elles aussi. Et ça détruit de la valeur également chez elles. Pourquoi? Parce qu'elles perdent leur capacité à avoir du storytelling. C'est-à-dire que le parcours client digital, c'est très efficace, vous transformez bien, mais surtout, vous donnez les moyens à tout le monde de comparer les prix. Donc, les prix partent vers le bas. Sauf quand vous arrivez à transformer les clients que nous sommes en autre chose que des machines à calculer, c'est-à-dire des machines à aspirer de l'émotion et à en vivre. Hein. On est tous des consommateurs subjectifs. On a un cœur, on est des humains, on aime les choses. Sinon, pourquoi est-ce qu'on achèterait des montres à 3 000 €? C'est pas parce qu'elles donnent mieux l'heure, hein, ça je vous rassure. C'est bien parce que, quelque part, soit elles nous flattent, soit on les aime, soit je ne sais pas quoi, soit ça nous rappelle nos parents ou je ne sais qui. Mais il y a une dimension émotionnelle dedans. Donc la musique, comme les autres arts, sont aujourd'hui un moyen de réchauffer ces parcours clients pour les marques. Et il se trouve que aujourd'hui on commence à avoir les moyens, grâce à la data, de mesurer l'apport de cette émotion-là sur des ventes. Donc, je ne sais pas encore de quelle façon, mais je peux vous garantir qu'une partie de l'avenir de la musique, ça sera autour de ça, de sa capacité à créer de l'émotion dans des parcours clients qui finissent par vendre. Et je dois m'arrêter. Voilà. Merci. Merci Laurent, merci pour ton intervention.